Ok, donc en introduction, nous allons commencer par donner la définition de la chute, ensuite les conséquences et la prévalence. Et donc ici, je donne la parole à Kevin. Merci beaucoup. Donc, en effet, commençons tout d'abord par définir le sujet d'aujourd'hui, qui est la chute. Vous êtes peut-être, vous avez peut-être vécu cette terrible expérience qu'est la chute, soit d'un proche ou soit vous-même en tant qu'aidant proche. C'est pourquoi il est important de définir ce terme qui peut être parfois un petit peu compliqué. Donc, si on reprend la définition de l'Organisation mondiale de la santé, la chute est définie telle qu'un événement conduisant une personne à se retrouver de façon non intentionnelle au sol ou à tout autre niveau inférieur. Alors, je vais m'expliquer par rapport à ce terme tout autre niveau inférieur. C'est par exemple une personne qui va avoir un déséquilibre et qui va se rattraper sur son canapé. Si il n'y avait pas ce canapé à ce moment précis, eh bien, la personne serait probablement tombée au sol. Donc, nous pouvons comprendre par cette définition que même les chutes rattrapées sont des chutes à prendre en compte, et je dirais même que c'est une alerte à ne pas négliger. Alors justement, toutes les chutes, présentes ont toujours des conséquences et non négligeables. Il y a différents facteurs, de conséquences et qui sont parfois associés les unes aux autres. On peut retrouver ici la première conséquence qui est psychique ou psychologique, qui est des fois peu visible. Par exemple, la peur de tomber. Ou ce qu'on appelle le grasping réflexe, c'est le réflexe d'agrippement. Ce sont des personnes qui vont, suite à une chute ou à des déséquilibres, à une situation pathologique, vont se retrouver à marcher en se tenant un petit peu au meuble. Ensuite, nous avons les conséquences physiques que vous connaissez plus particulièrement avec toutes les plaies, fractures, les traumatismes, traumates crâniens, luxations. Si on compare déjà ces 2 conséquences, on voit ici que, grâce au petit graphique à côté, que 60 ont des conséquences psychologiques, psychiques, comparé à 40 de conséquences physiques. Troisième point, nous avons des conséquences dites sociales, avec un isolement. Une personne, par exemple, qui va se retrouver dans un fauteuil roulant suite à une fracture et va être, immobilisé ne va pas avoir la même, activité qu'une personne qui va être mobile et qui va pouvoir peut-être continuer à faire ses courses. Donc l'isolement a une importance ici très importante. Ensuite, nous avons la dépression et la restriction d'activité ou la surassistance que nous allons pouvoir évoquer par la suite. Et le dernier point sera un point économique. En effet, le coût d'une fracture de hanche, par exemple, avec, une mise de prothèse totale de hanche, bien, arrive sur des coûts de 7 000 à 10 000 €. C'est énorme, sachant qu'en Belgique, aujourd'hui, on estime plus ou moins 15 000, fractures de hanche par an. Alors pourquoi parler de la chute auprès des seniors, auprès des personnes aînées? C'est tout simplement car c'est la première cause d'hospitalisation et de décès accidentel chez les personnes qui ont plus de 75 ans. On constate et on recense aujourd'hui donc plus de 6 000 décès par an liés directement ou indirectement à la chute. On peut comparer ce phénomène aux accidents de la route. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Géraldine par rapport à l'organisation, ouais, voilà, des Ok, facteurs de risque qu'on pourra évoquer. donc nous allons détailler ici les 10 facteurs de risque de chute les plus importants. Donc, nous avons d'abord les faiblesses musculaires, les déficits visuels, la podologie, le chaussage, les médicaments, les troubles cognitifs, les comportements à risque, l'incontinence, la perte de poids, l'équilibre instable, les dangers environnementaux et la restriction d'activité et la surassistance. Donc premièrement, donc, la faiblesse musculaire, donc avec l'avancée en âge, la masse musculaire se réduit et les fonctions musculaires s'affaiblissent. Du coup, les conséquences induisent une dégradation de la qualité de vie. Donc ici, on peut
il y a un petit test très simple à réaliser à la maison avec les dés. Donc, attention que ce test à réaliser à la maison doit être sécurisé en mettant par exemple la chaise contre le mur et surtout accompagné. Donc, le test, donc, il est à répéter 3 fois et il faut se lever 5 fois d'une chaise. Donc, la position de départ, comme vous voyez, le numéro 1, donc vous mettez la chaise contre le mur, c'est s'avancer au bord de la chaise, les pieds à plat au sol, les genoux dans l'axe de l'épaule et les bras croisés. Et ensuite, vous demandez à la personne de se lever 5 fois. Et quand, voilà, vous allez voir la petite vidéo, c'est peut-être plus clair pour vous. Et donc, ça, le test est à faire 3 fois. Alors, on peut, si la personne fait ce test à plus de 15 secondes, il y a un risque de chute élevé à 74%. Donc, il faut toujours se référer à son médecin pour, voilà, pour mettre quelque chose en place par rapport au risque de chute. Alors parlons maintenant donc du déficit visuel, donc qui fait partie d'un des facteurs, de l'équilibre, car tout simplement il existe une association entre les fonctions visuelles et l'oscillation du corps, c'est-à-dire le mouvement du corps, qui sont fortement associés, eux, au risque de chute. On sait aujourd'hui que le cristallin de l'œil commence à vieillir à partir de 11 ans et qu'une dégénération de l'œil avec différentes pathologies peuvent survenir autour de 40 ans. Il existe aussi de nombreux articles démontrant que la perte visuelle double le risque de chute et quadruple le risque de fracture de hanche. Et on estime qu'une personne sur 9 âgée de plus de 65 ans et une personne sur 4 de plus de 75 ans présenterait une déficience visuelle. Alors ici, je donne souvent cet exemple, c'est donc demander à la personne que vous avez en face de vous depuis combien de temps elle n'a pas vu un spécialiste. Généralement, on serait étonné des réponses et on tourne autour, de 3 voire plus, 3 ans et plus. Donc c'est important de pouvoir bien suivre, cette fonction visuelle par un spécialiste. Et donc, sur la dia suivante, je peux alors vous montrer les différentes pathologies visuelles. Donc, que vous avez ici, donc vous avez le glaucome, la DMLA, la cataracte qui est souvent, représentée, la rétinique pigmentaire et la rétinopathie diabétique. Donc vous comprenez ici en voyant ces photos, ces images que ça limite donc, bien fortement la capacité d'équilibre de la personne âgée et surtout aussi l'isolement social. Voilà. Alors, au niveau podologie, donc la podologie, c'est l'étude des pieds. Donc, on estime que 38% des personnes de plus de 80 ans ont des troubles de l'équilibre, donc soit à cause de douleurs, soit à cause de troubles cutanés, donc des plaies ou une perte sensitive, ou les déformations hallux valgus, les pieds plats ou les griffes. Et donc, un bon chaussage, c'est vraiment un bon équilibre. Donc, pour ce faire, il est important que le talon soit maintenu. Donc, même avec des sandales, etc., il faut qu'il y ait une lanière qui maintienne bien au niveau du talon. Il faut des chaussures souples avec le moins de couture à l'intérieur possible parce que ça, pour éviter les blessures. Il faut un talon. Alors maintenant, si c'est je vais prendre l'exemple d'une personne, d'une dame qui a toujours qui a toujours porté des hauts talons. Du jour au lendemain, il ne faut pas lui présenter ou lui faire porter des chaussures à talons plats parce qu'elle était habituée de marcher avec des talons. Donc, il faut trouver le juste milieu pour qu'il y ait un risque de chute très, très peu élevé.
Il faut aussi des chaussures qui soient, confortables, faciles à mettre et surtout et faciles à enlever et donc pour ce faire, il existe des aides techniques pour faciliter la mise, au pied des chaussures. Donc que ce soit des lacets élastiques, que ce soit, un chausse-pied à longue manche ou des fermetures velcro. J'ai un problème de connexion, désolé. Parlons des médicaments maintenant. Donc, en effet, les médicaments ont leur place donc, dans malheureusement ces facteurs de risque de chute. Pourquoi? Car la personne âgée peut être plus sensible que, des sujets plus jeunes à certains médicaments dont ils peuvent ressentir plus rapidement les effets secondaires. On parle notamment, des médicaments à effet dit anticholinergiques qui peuvent, les exposer à des risques d'hypotension orthostatique, des chutes, des confusions, une rétention urinaire, mais aussi peut provoquer une sécheresse, des différentes muqueuses, une constipation ou des troubles de la vision. Donc parmi ces médicaments, on retrouve certains antidépresseurs et neuroleptiques qui sont utilisés dans les cas d'agitation, de démence, contre la maladie de Parkinson, des médicaments utilisés dans des problèmes de vessie, d'asthme, de bronchite chronique, d'ulcères gastriques ou encore des médicaments qui sont plus anecdotiques. Si on regarde le graphique de gauche et en 2016, on peut constater que en Belgique, 22 des plus de 65 ans ont reçu des médicaments à dit effet anticholinergique, dont 12 d'antidépresseurs. Aujourd'hui, en Belgique, par rapport à la moyenne européenne, on est des très bons consommateurs, d'antidépresseurs et neuroleptiques. Et la prescription augmente avec l'âge et le problème est plus aigu en maison de repos, en institution, que à domicile, ce qui est constaté sur le graphique de droite. Donc il est important ici d'avoir une attention particulière sur la gestion des médicaments, donc sur, la posologie, sur le nombre des médicaments. Attention à ne pas faire son automédication et pour cela, on utilise différentes aides techniques comme des piluliers, donc des piluliers manuels ou électriques avec une alarme qui permettent donc la bonne gestion des médicaments. Ces piluliers peuvent être utilisés à la fois par le patient lui-même, peut être géré par l'aidant proche, vous, ou par un professionnel de soins tel que l'infirmier. Il est également important d'avoir une alerte importante et spécifique sur, ces effets secondaires. Lorsque vous avez un changement de médicament, sur le nombre, sur la posologie, si un médicament est enlevé ou est ajouté au nombre de ce que vous avez, alors il est important d'observer ces effets. Si jamais vous avez des effets qui sont importants, il ne faut pas hésiter à aller contacter votre médecin généraliste, car en effet, bien, le chef d'orchestre à la bonne gestion des médicaments reste le médecin traitant. Je passe la parole à Géraldine. Alors, au niveau des troubles cognitifs, donc la perte des fonctions cognitives est la crainte la plus répandue, chez la personne. Donc les troubles de la marche sont associés aux troubles cognitifs. Qu'entend-on par trouble cognitif? Donc il y a l'orientation temporelle, donc c'est s'orienter dans le temps. L'orientation spatiale, c'est s'orienter dans l'espace, se perdre à l'extérieur. Et la mémoire, donc c'est la perte de la mémoire, est une menace pour le bien-être, l'estime de soi et l'autonomie. Donc il est important de faire la différence entre un vieillissement normal ou un vieillissement pathologique. Donc un vieillissement normal, c'est par exemple, il nous arrive d'oublier nos clés, heu et un vieillissement pathologique, c'est, oublier comment on s'utilise un objet du quotidien, par exemple la brosse à dents ou oublier une personne de sa famille. Donc il est important à partir du moment où vous constatez ça, un vieillissement, pathologique, il est important de s'en référer à son médecin traitant ou au neurologue. Alors parlons
Des comportements à risque qui est, très en lien donc avec, les troubles, cognitifs. Alors ici, j'aurais pu, vous parler de plusieurs, situations différentes qui se dit à comportement à risque. Par exemple, bien tout simplement, une personne qui, aurait des déséquilibres et qui monterait, encore sur, son escabeau pour aller chercher quelque chose en hauteur dans sa cuisine. Ça, c'est un comportement à risque. Ou bien d'ouvrir une porte et de se prendre la porte et d'avoir ce déséquilibre. Ça, ce n'est pas normal, c'est un comportement à risque. Mais on a voulu ici faire le lien avec, le travail de qui a été, fait auparavant de nos collègues sur, l'aspect de la mobilité, l'aide à la mobilité. Et donc j'ai repris, leur graphique sur, bien l'ensemble du panel d'aide à la mobilité qui peut être proposé pour une personne à mobilité réduite. Et donc, ici, l'importance est de bien choisir son aide et surtout également de pouvoir s'adapter aussi à l'évolution de la personne et sa pathologie. Donc, il est important de faire appel à un spécialiste tel qu'un ergothérapeute pour pouvoir évaluer, organiser et pouvoir recommander la bonne aide technique. Car ça peut évoluer et donc il y a parfois des personnes qui se retrouvent avec des aides techniques qui sont dites inappropriées pour la situation actuelle. Et donc vous avez le lien juste en dessous de cette petite, dia que vous pouvez retrouver pour pouvoir, visionner le travail et la présentation, de nos collègues. Voilà. Donc concernant l'incontinence, aujourd'hui l'incontinence urinaire touche 9 de la population mondiale. C'est énorme. C'est l'un d'ailleurs des facteurs entraînant le plus les chutes, que ce soit directement ou indirectement. Alors, je vais vous expliquer, plus concrètement. Par exemple, le passage de la chambre à la toilette. C'est là où il y a des circonstances de chute qui sont relevées en nombre et également se poser peut-être la question, c'est combien de levées nocturnes, la personne que vous aidez fait, réalise? Et vous allez être des fois impressionné par le nombre de fois où la personne se lève la nuit. On atteint des fois des 10 fois ou plus et donc vous comprenez alors que ici, on va pas avoir un bon sommeil réparateur, donc on va pas arriver dans un sommeil profond et donc la journée, on va être beaucoup plus fatigué. Mais aussi que, se lever la nuit entraîne un risque de chute accru. Par exemple, si une personne n'allume pas la lumière et se dit que pour éviter de ne pas déranger, se dit que, bien, elle va pouvoir faire ça sans lumière et donc ça, c'est un risque, de chuter, d'avoir un obstacle, entre, la chambre et la toilette. Mais aussi les personnes qui vont justement allumer la lumière et d'ailleurs le plafonnier et donc va les éblouir. Donc ici, on recommande quelques petites, hem, situations, quelques petits aides techniques. C'est par exemple d'avoir un éclairage bas, au sol, tamisé et qui propose donc un éclairage suffisant mais pas trop éblouissant. Voilà. Au niveau de la dénutrition et la déshydratation, donc la dénutrition est parfois considérée comme un symptôme d'une autre pathologie, comme par exemple un cancer ou un traitement. Mais dans d'autres situations, elle est considérée comme une composante normale du vieillissement. Donc, les conséquences de la dénutrition et la déshydratation, c'est l'augmentation de la fragilité, un déclin fonctionnel, des risques d'escar, la dépression et des chutes. Pourquoi des chutes? Parce que la personne va avoir moins de force et du coup est à plus grand risque de chute. La personne âgée n'a plus la sensation de soif et donc ce que vous pourriez faire, c'est par exemple lui proposer des, boissons ou de la nourriture, qui plaisent, à la personne. Il va avoir une motivation, du coup, la personne va, être animée à manger ou à boire et la prise en charge, c'est toujours se référer à son médecin ou à un diététicien. Alors, parlons maintenant de l'équilibre instable. Alors, c'est l'un des facteurs, prioritaires car si on a une chute, c'est qu'il y a eu un déséquilibre et donc je dis souvent: «Dites-moi comment vous marchez et je vous dirai comment vous allez». Eh bien, c'est tout à fait vrai car, voici les 3 observations utiles,
pouvant vous alerter sur un équilibre. Premièrement, c'est le raccourcissement du pas. Deuxièmement, ça va être la vitesse de marche. Une personne qui va prendre plus de temps, par exemple, pour se rendre à la toilette. Et troisièmement, ça va être la diminution du temps d'appui sur une jambe et donc ce déplacement du centre de gravité. Et c'est pourquoi on recommande ici un test facile à faire à la maison qui est sous surveillance, d'une personne. C'est de pouvoir se tenir, debout sur une jambe et le plus longtemps possible. Alors, il y a 2 cas de figure. Si vous êtes capable de tenir plus de 5 secondes sans appui, sans déséquilibre et sans remettre le pied au sol, alors vous avez peu de risques de chute, peu de risques d'instabilité. Si au contraire vous avez, eh bien, mis le pied au sol en dessous des 5 secondes ou un déséquilibre, alors il y a un risque 1 qui vous suit. Alors, quand on parle d'équilibre instable, des fois, on entend parler d'hypotension orthostatique. Alors, une hypotension orthostatique, c'est un changement brusque de la tension lors d'un mouvement, tel que un passage de la position allongée dans mon lit à la position debout. Alors, il y a 3 notions à prendre en compte. Premièrement, ça serait de se référer au médecin traitant. C'est quelque chose qui n'est pas irréversible et sur le quoi on peut traiter. Deuxièmement, on va recommander la personne à se lever plus lentement. Pourquoi? Parce que le corps a besoin de plus de temps pour réceptionner l'information du changement de mouvement et donc se permettre de se lever plus doucement, prendre un temps de, de pause entre 2 positions évitera des effets, de l'hypotension orthostatique. Et troisièmement, ça va être d'utiliser des aides techniques telles que la pince à long manche de préhension que vous voyez en photo à droite. Cette pince à long manche permet à la personne de pouvoir non pas se baisser et donc avoir un mouvement de la tête de bas, puis directement brusquement vers le haut. Ça évitera donc d'avoir ces hypotensions orthostatiques également. La restriction d'activité ou la surassistance. Donc, la restriction d'activité, c'est être moins actif dans son quotidien. Donc, par exemple, faire les courses, faire son lit. Ou la surassistance, c'est être entouré de l'aidant proche, de la famille, des voisins ou des soignants qui font tout pour la personne âgée. Donc ici, on peut constater, donc c'est un cercle vicieux, donc tout s'enchaîne et se suit. Donc premièrement, il y a la fonte musculaire, donc comme je l'ai expliqué au début, donc il y a une fonte musculaire qui entraîne une faiblesse musculaire due à l'âge, qui va entraîner une fragilité. Ensuite, cette fragilité-là va entraîner des chutes. Donc, il y a un risque de chute qui est assez élevé. Et ensuite, la personne va avoir peur de tomber, va avoir des lésions physiques, donc elle va se faire aider par l'entourage, par les soignants. Du coup, la personne va avoir une réduction d'activité, donc moins d'activité, plus statique. Et on va retourner à une fonte musculaire, une faiblesse musculaire, et ainsi de suite. Et donc, il y a tout qui s'enchaîne. Donc, il est important d'avoir un équilibre de vie qui est individuel comme objectif du quotidien. Alors, les dangers liés à l'environnement. Donc, ici, on va vous donner plusieurs exemples. Donc, au niveau des escaliers, donc il y a plusieurs exemples qui peuvent se mettre en place au niveau aménagement du domicile. Donc, soit on peut installer une deuxième main courante au niveau des escaliers, mais attention, c'est pas n'importe quelle main courante. Si vous voyez le petit schéma avec des petits bonhommes verts et des petits bonhommes rouges, il faut que la main courante, qui ait une bonne prise en main, enfin à pleine main, pour pouvoir sécuriser la personne quand elle monte ou quand elle descend des escaliers.
Ou alors, si elle a plus cette capacité de monter, il y a toujours l'installation d'un siège monte-escalier qui peut se faire en fonction de l'escalier, de la largeur de l'escalier, etc. Mais donc, l'important d'avoir un ergothérapeute qui vienne sur place est primordial. Au niveau du salon, donc la majorité des chutes dans le salon est causée par des tapis. Donc ce qu'on peut préconiser, c'est soit de mettre des antidérapants ou le mieux, c'est clairement enlever complètement les tapis. Parce que même avec des antidérapants, parfois il y a des tapis qui sont assez épais et la personne peut se prendre les pieds dedans et du coup chuter. On peut conseiller aussi par rapport au salon un fauteuil releveur qui permet à la personne de se relever beaucoup plus facilement et d'éviter certaines chutes en se tirant, en voulant se tirer sur un meuble, sur une table ou quoi que ce soit. Ici, avec un fauteuil releveur, ça permet à la personne vraiment d'utiliser, de faire moins d'efforts pour se relever et d'être en toute sécurité. Comme en bas à gauche, il existe aussi une petite poignée à mettre, la base est à mettre en dessous du fauteuil et ça permet à la personne de se relever plus facilement. Au niveau des toilettes, donc il y a plusieurs solutions possibles. Donc soit c'est placer des barres d'appui de part et d'autre des toilettes, ou soit sur un seul mur, ou s'il n'y a pas la possibilité d'installer des barres d'appui au niveau des murs parce que les murs sont trop légers ou les murs sont trop loin par rapport à l'installation de la toilette, il existe soit des cadres de toilette ou soit un rehausseur de toilette avec accoudoir. La même chose, si la personne a des difficultés pour se relever des toilettes, il y a toujours la possibilité de mettre un rehausseur. Alors parlons maintenant du danger de l'environnement lié, à la chambre. C'est l'une des lieux, des circonstances de chute où on retrouve le plus, la personne à tomber. D'après certains articles, c'est autour de 20 des risques de chute et nous avons 2 possibilités, 2 grandes possibilités, je dirais, c'est de rajouter des appuis, que ce soit au niveau du mur, mais aussi au niveau directement, du lit, que ce soit un lit classique ou un lit médicalisé. Vous avez donc la barre d'appui latérale que vous voyez à gauche et qui permet de proposer alors à la personne de garder, un bon positionnement lors du lever du lit et un appui. Et également la deuxième possibilité, ça va être de rehausser les assises par des plots rehausseurs qu'on met donc à la base des pieds, que ce soit pour le lit, pour les fauteuils, c'est la même chose. Avoir une assise qui est convenable à la bonne hauteur permettra d'aider la personne à mieux se relever. Alors parlons maintenant de la salle de bain par rapport au danger de l'environnement qui est pour beaucoup une source d'anxiété, de stress, parfois pour, le patient, ou l'aidant proche ou même également pour le personnel de soins. Cependant, il faut savoir qu'il y a de fausses croyances par rapport à ce changement de baignoire en douche. En effet, l'investissement très coûteux d'une douche à la place de la baignoire n'est pas signe pour autant d'une réduction des chutes. On retrouve d'ailleurs ce constat dans plusieurs articles scientifiques récents, démontrant donc que le risque, concernant la baignoire se trouve très loin après, par exemple, les escaliers, le salon, la chambre ou même la cuisine. Donc il faut prendre en compte tout cela pour avant de pouvoir faire une modification et donc nous mettons, en compte, l'espace, de la salle de bain, plus précisément l'activité qui se fait dans cette salle de bain, donc faire sa toilette et pourquoi? Parce qu'on est souvent accompagné, par un tiers, par un aidant proche, par un professionnel de soins et donc les risques de chute sont moindres. Ce n'est pas pour autant que la difficulté n'est pas présente et donc il existe, différentes aides techniques, pour compenser, ces difficultés que vous voyez ici. Donc dans un premier temps, vous avez la possibilité d'avoir une planche de bain
qui est donc une planche toute simple avec une barre d'appui, du côté du mur. Ensuite, vous avez un siège de bain pivotant que vous voyez à gauche et ou sinon un banc de bain. Et donc ces 3 aides techniques ont un seul objectif, c'est d'éviter la personne à enjamber sa baignoire de manière debout et donc va demander à la personne, dans un premier temps, de s'asseoir sur l'aide technique, puis de pivoter pour rentrer dans sa baignoire, ce qui limite le risque de chute de manière assez importante. Alors, si, bien la douche, une installation douche est justifiée, alors, de nombreux ergothérapeutes peuvent, vous aider, vous orienter et vous accompagner dans la réalisation et l'aménagement d'une douche avec, des plans, avec, des, précisions sur, l'installation des mesures, des barres sur l'installation de la douche. Il est important ici, notamment, de bien associer le rôle d'un ergothérapeute et d'un entrepreneur qui est, lui, un spécialiste de la structure du bâtiment et qui va pouvoir dire si, oui ou non, la situation, la modification peut être, réalisée. Donc c'est vraiment, une association ergothérapeute-entrepreneur, qui doit être réalisée ici. Au niveau des passages des marches, donc le passage des marches est toujours un risque de chute pour la personne. Donc, il est important de s'en référer à un ergothérapeute afin qu'il puisse voir s'il y a la possibilité d'installer des barres d'appui, donc que ce soit dans un couloir, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur entre deux niveaux. Au niveau de l'extérieur, donc il y a plusieurs possibilités, d'installation, de différentes rampes, donc soit pour des personnes qui marchent encore ou soit pour des personnes en fauteuil roulant. Donc, en bas à gauche, vous voyez qu'il y a une personne en fauteuil roulant. Il y a une plateforme qui est élévatrice, et qui permet vraiment à la personne de pouvoir, sortir de chez lui. Donc, ça permet ces possibilités-là permettent vraiment à la personne de garder un lien social, sortir à l'extérieur, dans le jardin, faire les courses s'il a encore la possibilité. Et donc ça, c'est important par rapport à l'estime de la personne, au niveau de la confiance. Euh, voilà. Alors, pourquoi l'avis d'un ergothérapeute est essentiel sur un passage à domicile? Car près de la moitié des aides techniques, 33 à 50 ne sont pas utilisées ou mal utilisées. Tout simplement par des facteurs d'abandon qui sont soit personnels, c'est-à-dire que l'aide technique n'est pas appropriée, à la déficience, aux déficiences de la personne, ou par des soucis d'esthétique, ou par, un manque, d'apprentissage à l'utilisation des aides techniques. Et donc ici, je vous ai, mis 3 petites photos qui ont été reprises donc de situations, réelles de domicile, où en haut à gauche, vous avez une barre d'appui qui est mal, positionnée, qui est mal orientée et trop loin de l'assise de la toilette, ce qui, pour la personne ne lui servait plus pas du tout et elle avait toujours cette difficulté à se lever. En bas à gauche, vous avez un tabouret qui est un tabouret classique en plastique, dans une baignoire et qui est assez branlant et donc la personne en question, avait toujours peur de rentrer dans sa baignoire vu qu'en plus elle devait enjamber toujours cette baignoire et en plus c'était pas très stable. Donc finalement, elle n'utilisait pas de sa baignoire parce que même avec cet aménagement. Et enfin, vous avez à droite une planche de bain. Donc vous allez me dire que, c'est une planche de bain que j'ai présentée juste avant, donc ça a l'air plutôt correct. Oui, en effet, c'était, l'outil, l'aide technique, appropriée, mais qui était mal placé à l'envers. Vous avez la barre d'appui bleue qui doit se retrouver du côté du mur et non du côté extérieur de la baignoire. Et donc ce qui ne permet pas justement à la personne de pouvoir s'asseoir et donc pivoter de manière assise et donc de sécuriser ce qu'on appelle son transfert. Et donc elle était obligée de
continuer cet enjambement de baignoire et notamment avec une caisse en bois qui est, fort à risque. Donc ici, vous avez, 3 situations, d'aménagement qui ont été faits par un tiers et sans, orientation et discussion auprès d'un ergothérapeute et donc on se retrouve avec des situations qui peuvent amener à la personne à, ne pas utiliser le matériel ou à garder ce risque, présent dans l'environnement. C'est pour ça donc, la dia suivante que, on démontre que la visite d'un ergothérapeute à domicile chez un patient chuteur ou à 10 chuteurs, permet de réduire le taux de chute de 13 à plus de 20, ce qui est très conséquent. Alors, parlons maintenant des solutions et assistances que Partenamut propose. Donc, on a la télévigilance, l'aménagement du domicile, le service social, le centre de coordination de soins et services à domicile et Partenamut Shop. Donc, la télévigilance, donc c'est un système de télévigilance qui fonctionne 24 heures sur 24, permettant à une personne d'appeler de l'aide suite à une chute ou un malaise. Donc, c'est un outil qui est important dans la sécurité du maintien à domicile. Selon une étude, on peut constater que le séjour au sol de moins d'une heure, c'est 50 de décès dans l'année et un séjour au sol au-delà de 3 heures, c'est 50 de décès dans le mois. Donc, cette télévigilance-là vous permet en tout cas à la personne de rester le moins de temps possible au sol. De nouveau, d'après une étude, on chute plus le matin que le soir. Donc, par rapport à la télévigilance, c'est important d'analyser la demande. Il existe également des systèmes avec géolocalisation qui fonctionnent à l'intérieur et à l'extérieur et avec un périmètre de sécurité. Au niveau service d'aménagement du domicile, donc le rôle des ergothérapeutes de la mutuelle, donc c'est l'aménagement fonctionnel du domicile. Donc comme on a évoqué au niveau des DIA précédentes, pour mettre des barres d'appui pour les transferts au WC, les transferts dans la douche, les rampes, etc. Le choix des aides techniques, donc c'est pas choisir n'importe quelle aide technique, c'est vraiment en fonction de la demande et du besoin de la personne et de l'aidant proche. Les gestes quotidiens et les techniques de transfert pour les aidants proches, la sécurisation et la facilitation des déplacements à l'intérieur du domicile pour prévenir des chutes. Et alors, on fait toutes les demandes d'intervention auprès de la VIC pour le Brabant wallon et du phare pour Bruxelles ou le VAPH, c'est on transfère la demande à des ergothérapeutes qui travaillent au niveau du VAPH. Donc là, vous avez le numéro de téléphone du service aménagement du domicile. N'oubliez pas de faire l'option 4 et là, c'est vraiment, vous tombez directement dans notre service. Et je rajouterais également que l'ergothérapeute est un professionnel de soins qui répond à une ou des besoins liés à la personne âgée, à la personne spécifiquement et que chaque individu est différent et donc il se doit d'accompagner de façon spécifique et individuelle. Et donc l'ergothérapeute va avoir une attention particulière au niveau donc de la déficience, de la pathologie mais aussi du quotidien, donc par rapport à l'environnement physique, donc la structure, mais également, l'environnement familial. Donc par exemple, l'aide que vous portez en tant qu'aidant proche ou que, la personne a par rapport à des soins de santé. Mais aussi également une attention sur l'évolution de la maladie, sur, le moyen ou long terme et bien sûr, également sur les envies, de la personne qui est très importante, sur la continuité de certaines activités, la reprise de certaines activités ou pas, qui font, donc, pour un ergothérapeute, d'orienter la personne de manière adaptée. Voilà.
Nous avons également un service social au sein de Partenamut. Donc, le service social va vraiment vous accompagner dans vos démarches administratives par rapport à la reconnaissance au niveau fédéral, les démarches par rapport au statut aidant proche. Donc, n'hésitez pas à les joindre. Donc, c'est toujours le même numéro, mais c'est l'option numéro 2. De toute façon, vous avez accès au PowerPoint, donc je ne vais pas m'attarder par rapport au mail, etc. On a aussi un centre de coordination et de soins. Donc ici, le centre de coordination, le rôle, c'est vraiment de mettre en place des aides humaines. Donc on a les ergothérapeutes, c'est plus au niveau environnement et aménagement du domicile. Et ici, le centre de coordination, c'est vraiment mettre des aides en place, des aides humaines en place, que ce soit des aides ménagères, familiales, infirmières, etc. Donc, c'est toujours le même numéro, option numéro 3. Ensuite, vous avez Partenamut Shop. Donc, ça, c'est la vente de matériel, donc des aides techniques que l'ergothérapeute va pouvoir conseiller à domicile. Vous avez accès à Partenamut Shop sur le site Internet et vous pouvez les contacter, toujours le même numéro, option numéro 1. Alors, je laisse la parole à Frédéric. Tout à fait, merci Géraldine. Donc en fait, ici, on voulait prendre quand même une petite minute pour vous parler de la reconnaissance aidant proche parce que plusieurs personnes parmi vous ne sont pas reconnues et sont aidants proches. Et donc, on voulait insister sur le fait que ça peut être intéressant de se faire reconnaître, que ce soit via notre statut Partenamut ou via la reconnaissance fédérale. Vous voyez ici les différentes conditions pour vous comparer les avantages, mais surtout, l'idée ici, c'est de vous inviter à vraiment vous faire reconnaître car vous aurez ainsi accès à plusieurs possibilités, notamment notre assurance complémentaire qui comporte voilà, différents avantages, que ce soit liés à l'aide au ménage, donc dans votre lieu de vie, une garde à domicile pour votre proche aidé ou alors vous pourrez aussi bénéficier d'un remboursement, si vous partez en convalescence 62 jours ou 2 nuits avec, lui ou elle et vous avez aussi la possibilité de participer gratuitement à des formations dont par exemple celle-ci, à des activités de loisirs. Donc par exemple ce samedi, ici, les aidants proches qui bénéficient d'une reconnaissance ont pu participer à une journée gratuitement au parc Forestia. Voilà et donc il y a aussi des activités liées au bien-être et nous publions également régulièrement des articles qui peuvent justement vous amener, à bien comprendre, quels sont les tenants et aboutissants des rôles que vous endossez au quotidien et vous bénéficiez également de réduction via notre partenaire Manureva Repi qui est spécialisé dans les voyages adaptés en France. Voilà, et s'il n'y avait qu'une seule information que vous devriez retenir par rapport à ça, c'est notre site internet. Donc sur partenamut.be/aidant au pluriel, vous avez toutes les informations liées à la reconnaissance et à ce qu'on peut vous offrir en tant qu'aidant et aidante. Ici, vous trouverez les différents liens par rapport à des fonds concernant un aménagement du domicile pour les plus de 65 ans ou les moins de 65 ans. Donc voilà, vous avez le forfait incontinence, Partenamut Shop, etc. Tous les liens utiles à vos demandes. Voilà, on va passer aux questions-réponses. Donc, nous avons eu plusieurs questions qui nous sont parvenues via le questionnaire lié aux attentes que vous avez pu remplir au préalable. Donc, nous avions 6 questions. Et entre-temps, donc pendant le chat, nous avons eu 12 questions. Préparez-vous, Kevin et Géraldine, à pouvoir y Tant mieux. répondre. Voilà, on va commencer par les questions envoyées via le questionnaire des attentes et alors on passera aux questions en live. Alors la première question, concernant le rollator et le fait que ce sont effectivement des endroits qui ne sont pas légers. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour emmener les proches à l'extérieur, étant donné qu'ils ont besoin d'un rollator? Comment est-ce qu'on fait pour le déplacer, ce rollator?
Alors, il y a pas vraiment de solution, par rapport, voilà, au fait de déplacer ce rollator, le mettre dans le coffre. C'est pour ça que, la présence d'un ergothérapeute est important et cet ergothérapeute va analyser, la situation, l'environnement, les besoins de la personne et les besoins de l'aidant proche et proposer du matériel adéquat. Donc ici, peut-être qu'il aurait fallu proposer un rollator plus léger, voire par rapport à la taille, parce qu'il y a différentes tailles au niveau du rollator. Et donc, ce sont toutes des critères à prendre en compte lors d'un achat. Pour rester sur les rollators, lorsque la personne est très grande et que le rollator n'est pas très adapté, Kevin, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, ici, pour une personne qui va être très grande, on va pouvoir, jouer sur, les poignets et donc, rehausser ou abaisser en fonction de la grandeur de la personne, pour avoir un rollateur adapté. Maintenant, je rejoins, ce qu'a pu dire, Géraldine. Tout dépendra donc, de l'évaluation et de l'orientation donc, qui aura été faite auprès d'un ergothérapeute pour, l'octroi donc de l'aide à la mobilité. Alors maintenant, on a plus eu un témoignage plutôt qu'une question, donc qui, mettait en avant le fait que, ben voilà, l'aidant proche est parfois aussi, dans une situation de fragilité et donc c'est difficile d'assumer ce genre de situation, quand, voilà, soi-même en tant qu'aidant, on a des difficultés, à soutenir son proche. Alors, en effet, la situation de l'aidant proche n'est pas toujours, évidente. On peut voir, par exemple, avec, la maladie d'Alzheimer, c'est voilà, il faut pouvoir mettre des choses en place et donc passer par un centre de coordination, ou par le service social, permettent de mettre, en place des aides qui sont spécifiques à la maladie. Voilà, que j'ai pris en exemple la maladie d'Alzheimer. Donc c'est vraiment, le service social ou le centre de coordination qui peuvent vous aider, dans ces démarches. Alors ici, est-ce que la Croix-Rouge dispense-t-elle des formations liées, voilà, à la prévention des chutes? Alors actuellement non, et en effet, il y a très peu de formations sur la thématique de la chute, et donc c'est pour ça qu'on fait ce webinaire également. Ça c'est un sujet qui est de plus en plus, mis sur la table et pris en compte, et donc il va avoir des possibilités dans pas longtemps de différents organismes, donc il faut se référer. Il existe, sur Bruxelles, les organismes tels que Citizen, les ruches, qui permettent certaines formations, mais aujourd'hui pas, sur les formations chutes. Et donc, par exemple, pour, se relever, du sol, une question qu'on pourrait se poser: «Comment se relever du sol?» Eh bien, ça dépend en fait de la difficulté, de la déficience, de la situation de la personne, et donc on recommande pour, une situation, générale, de pouvoir, dans un premier temps, pouvoir se tourner, se mettre, en position à 4 pattes, de pouvoir, ensuite aller à un point d'appui stable. Des fois, ça peut être une grosse chaise assez lourde ou, un appui sur un meuble, se mettre en position de chevalier servant, donc sur une jambe, par devant et l'autre jambe vers l'arrière, et puis prendre appui sur cet objet, stable, et pouvoir se redresser. Je je comprends que ça soit pas adéquat, pour, toutes les situations, et donc là, alors il faut se référer soit à un professionnel de soins ou au médecin pour qu'on puisse, faire un apprentissage du relevé de sol, ou si jamais ce n'est réellement pas possible de le faire, alors la télévigilance a tout son sens ici. Alors question suivante, comment identifier les raisons de la chute lorsqu'on a par exemple des variations de pression artérielle, un déséquilibre lié au liquide des oreilles ou à la mauvaise vue?
Alors ici, la présentation qu'on vient de vous faire avec, Kevin, je pense est une, bonne base. Je pense qu'on a quand même répondu, à cette question-là. Maintenant, n'hésitez pas à poser, si c'est pas complet, à poser les questions, dans le chat. Maintenant, par rapport pour répondre, à cette question, c'est, il y a déjà le petit test d'équilibre qu'on a présenté et c'est toujours, toujours, toujours se référer à son médecin traitant. Dernière question issue du questionnaire des attentes. Est-il exact qu'une chute n'est jamais anodine, tant en raison des conséquences en cascade, mais aussi de ses causes invisibles? Alors tout à fait, une chute n'est jamais anodine, c'est une alerte, qu'elle soit avec ou sans gravité. Vous devez prendre en compte chaque chute. D'ailleurs, on l'a vu au tout début de la présentation, même une chute rattrapée est considérée comme une chute, à référer à son médecin, à référer à un professionnel de soins. Pourquoi? Parce que plus on va détecter des signes de fragilité, des signes de gravité, plus on va pouvoir amener une réponse et une adaptation et donc réduire, comme vous pouvez, l'indiquer, ces effets de cascade, liés à des chutes. Voilà, maintenant on passe aux questions qui nous arrivent encore maintenant, en ce moment, dans le chat. Donc on arrive à 15 questions. Est-ce que vous êtes prêts? Alors la première concerne, la slide numéro 11 sur la faiblesse musculaire et le test, en vidéo qui avait été présenté. On demande s'il faut faire ce test 15 fois, 15 secondes par fois ou pour les 3 fois. Si tu peux peut-être En reprendre en la fait, il slide faut 11. le test, il faut le faire, 5 fois et vous faites une moyenne, non, vous le faites, pardon, 3 fois. C'est se lever 5 fois, mais le faire 3 fois et vous faites une moyenne et si vous voyez que c'est supérieur à 15 secondes, alors le risque de chute est élevé. Bien. Existe-t-il des services qui se rendent à domicile pour relever une personne âgée tombée accidentellement dont l'aidant n'a pas la force physique de le relever? Alors, il y a, les services de vigilance, télésecours, qui permettent, sur certaines circonstances, de pouvoir aider justement la personne qui est au sol à pouvoir, se lever. Et donc, je vous laisse, en parler aussi avec la coordination de soins qui gère justement cette, télévigilance pour vous expliquer plus en détail car, cela demande des situations et des circonstances qui sont bien, définies. Alors, troisième question, où et comment apprendre à relever une personne tombée sans devoir payer une ambulance? Ah bah, ça, c'est une bonne question. En effet, bien, voilà, ça dépend un peu c'est par rapport à tout ce qu'on a pu dire, auparavant, ça dépend de la déficience, de la difficulté de la personne. En effet, à chaque fois qu'une personne doit être relevée par, l'ambulance, c'est un coût, c'est une charge, et donc si on peut réussir à apprendre à la personne à se relever du sol par elle-même, alors, ça peut être, notamment, beaucoup plus avantageux, heu, que ce soit pour le financier, pour le budget, mais aussi pour la personne parce que rester, longtemps au sol, comme a pu l'évoquer Géraldine, ça a des conséquences dramatiques. Donc, n'hésitez pas à en référer, au kiné, aux rééducateurs qui puissent, vous apprendre et prendre le temps de faire, ça avec vous. Merci. Question suivante, est-ce que la surdité est un risque de chute? Ça a un Oui. lien. Oh, vas-y, vas-y. Ça a un lien en effet, plus je dirais plus au niveau de l'isolement, hem mais ça a pas un lien direct. Par contre, on peut, avoir, des difficultés au niveau des pathologies au niveau de l'oreille interne, là par contre, qui est
strictement lié à l'équilibration, du corps. Donc, je vais pas aller plus dans les détails parce que c'est assez complexe, ce sont tous des récepteurs qui permettent de capter, les différentes variances, de mouvement et si, il y a, une difficulté, une défaillance sur ce système, vestibulaire, là, ça peut provoquer, des chutes. Donc, là, c'est, pareil, ça serait référé à un médecin si vous avez, des difficultés au niveau ORL. Alors une question qui est liée à la nourriture. Donc, c'est une personne qui est en résidence-service et donc on demande où pourrions-nous trouver des plats, abordables mais corrects? Alors, de nouveau, là, je me réfère au service de coordination de soins. Eux, ils vont pouvoir vraiment vous aider par rapport à ça. Ils connaissent pas mal d'ASBL ou de structures qui peuvent livrer des plats à domicile. Donc voilà, référez-vous au centre de coordination. Vous pouvez leur téléphoner et ils vous répondront par rapport à cette question-là. Oui et puis ils vont, si je peux rajouter, ils vont surtout aussi prendre, certaines, précisions que d'une personne à l'autre, peuvent changer. Si la personne doit être, à un régime sans sel, s'il y a un régime particulier et donc, tout ça est vu de manière individuelle et donc orienté vers une structure qui va répondre à votre demande. Donc c'est important de pouvoir, le dire. Alors on a aussi une question liée au prix de tous les aménagements et le matériel qu'on a présenté. Au prix, c'est ça? Et oui, comment OK. faire face? D'accord. Alors, il y a plusieurs solutions. Pour les personnes de moins de 65 ans, il y a, les fonds au niveau, de la région wallonne qui est l'AVIC, l'Agence pour une vie de qualité, ou sur Bruxelles, il y a, le phare et donc eux peuvent prendre des aménagements, du domicile, à leur charge en fonction évidemment du passage de l'ergothérapeute, de ce que, l'ergothérapeute va proposer et va faire l'ergothérapeute va venir pour faire un bilan des difficultés fonctionnelles et en fonction de ça, il va pouvoir proposer un aménagement. Donc là, il y a le fonds, ça c'est pour les personnes de moins de 65 ans. Maintenant, pour les personnes de plus de 65 ans, avec l'assurance complémentaire, Partenamut propose un avantage jusqu'à 350 € de remboursement pour un aménagement du domicile, de nouveau suite à la visite d'un ergothérapeute qui va proposer des solutions par rapport à un aménagement du domicile. Et donc, vous avez dans le PowerPoint, vous avez vraiment tous les liens possibles par rapport à cette question-là et d'autres questions au niveau administratif. Alors question suivante, quels sont vos conseils pour maintenir la fonction de la marche le plus longtemps possible dans le cas d'un vieillissement normal? C'est une très bonne question. En effet, pour prévenir, pour avoir cette prévention, lors d'un vieillissement normal, on recommande, tout simplement, bien, l'activité physique, de continuer, ces activités qui ont du sens de pouvoir peut-être faire, de la gymnastique, adaptée, de la gymnastique prévention de chute, que ce soit individuel, en groupe. On estime que les recommandations estiment, nous devons passer 30 minutes par jour d'activité physique. Donc ça peut être, monter ses escaliers, aller faire ses courses, ça peut être lié donc à certaines activités ou tout simplement faire son sport. Il y a un très bon sport permet, qui réduit, les, hem l'impact sur les articulations qui est la marche nordique ou la marche toute simplement, et qui permet de garder en forme la personne, mais, en ayant, le moins de contraintes articulaires, liées au corps. Voilà, je vois l'heure qui avance, donc on était censé terminer à 13h, mais je propose de continuer si c'est OK pour vous. Comme ça, on a encore, Tout à fait. plusieurs questions à aborder. Alors ici, existe-t-il des revêtements de sol, plus adéquats pour limiter les dégâts corporels? Est-ce que des protections qui font coussin aux endroits fragiles comme les hanches existent?
Alors si j'ai bien compris la question, c'est est-ce que, des coussins protecteurs de hanches seraient Il utiles? y a 2 questions effectivement. Oui. Est-ce qu'il existe des protections pour, par exemple pour les hanches ou est-ce qu'il y a vraiment des revêtements de sol plus adéquats pour, limiter les dégâts? Alors si je peux éventuellement répondre à cette question, donc, le revêt déjà par rapport au revêtement, une personne si elle reste au sol, plusieurs heures, en effet, si, le revêtement est plus du carrelage froid, ça aura beaucoup plus d'impact, sur, les conséquences, de la chute et les conséquences du fait que la personne soit restée au sol. Donc ça, on peut éviter. Ensuite, ce qui correspond par rapport à la question de la protection de hanches, aujourd'hui, il existe justement des coques, des protecteurs au niveau des hanches pour éviter donc les fractures. Elles ont de bonnes statistiques, d'avantages, de protection, mais encore faut-il pouvoir les mettre tous les jours et ça, c'est revenu dans certains articles scientifiques, c'est que oui, ça protège, mais il faut le mettre tous les jours. C'est comme le télésecours, si vous, prenez le télésecours et que vous le quittez, ne serait-ce que 2 heures et bien c'est malheureusement généralement, pendant ces 2 heures qui peut, risquer, d'avoir une chute et donc en effet, il existe plusieurs possibilités et dont, les protecteurs de hanches. Alors je me suis permise de mettre le lien vers le questionnaire de satisfaction du webinaire pour les personnes qui doivent nous quitter. Donc si vous pouviez prendre quelques minutes encore de votre temps pour, le remplir, ça nous permet toujours de nous améliorer. Donc voilà, vous avez le lien dans le chat. Alors, question suivante. Nous avons ici au niveau, des facteurs d'abandon, des aménagements, une dame donc nous dit qu'ils avaient reçu la visite de l'ergothérapeute puis d'un bandagiste qui nous avait fait acheter des objets qui n'ont jamais été utilisés, mais ont bouffé le entre guillemets, «bouffé» le budget de 350 €, d'aménagement du domicile. Donc j'imagine, de part et Lamut. C'est plus un témoignage donc, qu'il y a une OK, réaction. mais du coup, j'ai pas donc il y a un ergothérapeute qui est passé à domicile, il a conseillé des aides techniques et puis un bandagiste est passé par après et n'a pas suivi les conseils, c'est ça? Ou Ça n'est pas précisé donc, en fait, c'est pour ça qu'on dit par rapport à la prime des 350 €, c'est ça qu'on insiste bien par rapport à la présence d'un ergothérapeute, qui vient à domicile afin d'évaluer, les aménagements à faire. Donc effectivement, la prime des 350 €, la condition, c'est, le remboursement des aides techniques que l'ergothérapeute a conseillées dans son rapport. Mmh et si moi je peux rajouter quelques petites choses, aussi un conseil, c'est de surtout, dans la possibilité, que peut offrir, donc le bandagiste avant, l'achat du matériel, c'est d'essayer le matériel, de voir s'il convient, comme j'ai dit, de manière esthétique, par rapport à la forme, par rapport à la structure. Donc normalement ça devrait être déjà fait par rapport à l'ergothérapeute, mais toujours essayer parce que en effet, le matériel, coûte cher. On arrive très, très vite aux 350 € et il est possible de pouvoir faire des essais à la maison. Alors pas pour du petit matériel, mais pour des plus gros, outils, des plus grosses aides techniques. Par exemple, un élévateur, électrique de bain, par exemple, ou des aides techniques proprement à la salle de bain. Donc voilà, tout ça est une possibilité qui peut être proposée, auprès des bandagistes, donc n'hésitez pas à les relancer, sur ce détail, sur ce point de vue. alors ici, donc, c'est une dame qui relaye encore, une situation. Donc, le centre d'accueil de jour ne voulait plus prendre sa maman, si, il n'était pas fourni une chaise, roulante modulable avec coussin, dossier et cetera. Mais en fait, la personne avait déjà reçu, une chaise roulante normale dans les 5 années précédentes et donc le service social lui avait répondu qu'elle n'avait plus droit, heu, à une autre chaise. Alors effectivement, au niveau des remboursements, des chaises roulantes, c'est tous, les 5 ans, 6 ans.
Et donc malheureusement, là, si elle a déjà eu une chaise roulante, tout à fait standard, malheureusement, il n'y a pas de recours. Il faut attendre, le délai de renouvellement pour avoir, une nouvelle chaise roulante. Maintenant, c'est là aussi, la présence d'un ergothérapeute qui peut être intéressant afin de conseiller le matériel le plus adéquat possible par rapport à la personne et pas, voilà, l'ergothérapeute voit vraiment l'ensemble de la personne avec les besoins, avec les difficultés, et cetera. Donc, on est vraiment amène, à, mmh, à pouvoir proposer, l'aide à la mobilité la plus, adéquate possible, par rapport à l'aider et par rapport, aux aidants ou à l'aidant, et aux besoins. Alors ici une question très simple, est-ce que le service social se rend-il à domicile? Alors actuellement, le service social, ne se rend plus à domicile. Maintenant, vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous en agence ou, d'avoir un contact, en vidéo call avec, le service social. Donc n'hésitez pas à leur téléphoner. Donc vous avez le numéro de téléphone dans le PowerPoint et bah, afin de prendre un rendez-vous et de voir avec eux, ce qu'il en est. Alors ici, c'est, une question liée à la garde à domicile, donc j'imagine, oui, à l'intervention liée à l'assurance complémentaire qui apparemment avait été refusée et donc la personne demande s'il faut demander une autorisation au préalable. Donc c'est l'assurance complémentaire a été refusée? Donc l'intervention Ou pour la c'est garde à domicile a été refusée et donc elle demande s'il faut une autorisation préalable. alors le mieux pour, ce genre de questions, j'avoue que j'ai peur de dire une bêtise, donc le mieux c'est, de téléphoner, au centre de coordination ou de téléphoner dans votre agence pour avoir une réponse, tout à fait, valable. Parce que je suis désolée, je ne pourrai malheureusement pas vous donner une réponse, à 100 sûre. C'est souvent lié à une situation spécifique et donc c'est Mais vrai que oui, c'est c'est plus ça, il y a compliqué. tellement de choses qui jouent donc voilà, le mieux, c'est vraiment de vous adresser, au bon service. Alors une autre question. Alors il y a eu un rollator qui a été, acquis via le Partenamut Shop, qui est relevé au maximum mais qui est encore trop bas pour la maman. Quelle est la solution? Mais la maman est très grande alors. Hem, Beh, oui, 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 il y a comme j'ai dit par avant, bien il existe, différentes aides, à la mobilité et donc peut-être qu'un autre rollateur ou une autre aide à la mobilité serait plus adéquate. Il faudrait, pouvoir faire une visite à domicile ou une consultation pour pouvoir, identifier le problème et proposer une adaptation, spécifique. Alors la personne précise que sa maman fait 1,67 m. Oui, donc il y a des solutions, possibles, et peut-être que aussi il y a des petites options sur, certains relateurs qu'on ne qui sont un petit peu cachés aussi et qu'on ne connaît pas forcément et donc n'hésitez pas à faire appel, donc à un ergothérapeute, pour pouvoir, solutionner ce problème parce qu'en effet, 1,67 m, c'est relativement correct et donc on peut trouver une solution à cette difficulté. Alors ici, lorsque nous sommes locataires d'un logement et que le placement définitif de différents matériels doivent être mis en place, y a-t-il malgré tout une intervention de l'AVIC? Donc quand on est locataire, c'est ça qui me demande. Alors, locataire ou propriétaire, ça ne change pas. À partir du moment l'AVIC demande quand vous envoyez le dossier, l'AVIC demande, l'accord de votre propriétaire. Mais il faut bien savoir, donc si vous avez un chouette propriétaire, tant mieux pour vous. Si c'est pas le cas, ben voilà, c'est un peu dommage. Maintenant, attention que, si vous déménagez, s'il y a un gros aménagement à faire, c'est une fois. Donc si vous avez l'intention de déménager quelque temps après pour X, Y raison, l'AVIC ne fera pas, par exemple, un deuxième aménagement de la salle de bain.
Donc ça, il faut faire attention. Il faut être sûr, quand vous demandez un gros aménagement du domicile, vous devez être sûr de rester le plus longtemps possible dans votre logement. Alors ici justement, une personne va déménager en Flandre au mois de novembre. Est-ce qu'il y a un ergo qui passe à la maison? Alors, par rapport, on peut envoyer la demande, au niveau des ergothérapeutes qui s'occupent de la région, néerlandophone, et du coup, ce sera un dossier à envoyer au VAPH. Donc c'est l'équivalent, du phare, mais pour la région néerlandophone. Mais donc la personne peut nous envoyer la demande ou nous téléphoner, directement au service, et nous, on fera la demande auprès du service compétent. Alors ici, la télévigilance ne fait qu'appeler en cascade un réseau communiqué par le patient ou les aidants proches et ne contacte pas des professionnels pour relever la personne. Quelle solution? Donc ça, c'est Alors, oui, il y question a, bien. oui, tout est en lien de toute manière, hein, mais oui, oui, il y a donc, heu, il faut savoir qu'il y a plusieurs, types de télévigilance. Il n'en existe pas une seule, il existe plusieurs, organismes, et en fonction des besoins que vous avez, alors, on peut vous orienter vers, une télévigilance particulière. Il existe, Ergo 2.0 par exemple qui, propose, non pas, une télévigilance en cascade, mais une télévigilance qui est associée à un thérapeute, de soins qui est en lien avec la personne, avec une autorisation de gestion de dossier et aussi une géolocalisation pour, par exemple, une personne qui serait, désorientée, qui aurait, des troubles de désorientation et qui pourrait peut-être se perdre, en sortant. Donc, il existe vraiment une multitude d'options possibles. Maintenant, hem, c'est en prenant en compte lors de la consultation, lors de l'anamnèse, donc, des différents détails, des demandes, des besoins, qu'on orientera alors vers tel ou tel, produit, matériel, recommandation, et donc, je vous invite à faire appel à un ergothérapeute encore une fois pour vous aider dans cette situation. Alors ici, j'ai une question. Y a-t-il des bâtons de marche plus grands qu'une canne? Y a-t-il des bâtons de marche plus grands qu'une canne? Plus haut Plus haut. sûrement, oui. Plus haut qu'une canne. Oui. Il existe, comme les aides techniques à la mobilité, différentes, cannes, différentes hauteurs, des cannes qui sont, donc réglables en hauteur. Et donc oui, non, il y a différentes, aides à la mobilité, et notamment du coup quand vous choisissez, votre canne, votre bâton de marche, il faut, soit demander un conseil auprès d'un bandagiste, auprès d'un ergothérapeute, auprès de votre kiné, qui adaptera, la canne, de marche, et de manière appropriée. En effet, si vous êtes, avec une canne qui est trop basse ou trop haute, ça aura des conséquences, à la fois musculaires sur, toute la chaîne, de la colonne, et trop basse, eh bien, vous allez avoir des personnes qui vont être, très voûtées, et ça va emmener la personne beaucoup plus vers le sol, et ce qu'on évite, absolument. Alors la personne précise que son mari mesure 1,85 m et donc elle ne trouve pas de bâton de marche adapté. Si c'est vraiment un bâton de marche, 1,85 m, moi je fais avec, mes patients de la marche nordique, et donc on utilise des bâtons de marche, et en effet dans les magasins de sport, on retrouve des bâtons qui sont adaptés pour, les gens qui font 1,85 m. Donc, je vous invite à aller peut-être voir dans ce sens-là. Voilà. Alors, ici donc, oui, donc c'était une intervention par rapport aux aides aux personnes qui ont moins de 65 ans et donc la personne demandait: «Mais quid, pour les personnes de plus de 65 ans?» Donc, pour les personnes de plus de 65 ans, donc on a l'assurance complémentaire, avec l'assurance complémentaire, un avantage de 350 €
pour l'aménagement du domicile. Maintenant, si la personne, il y a 2 choses. Donc, si la personne a déjà un dossier à l'AVIC ou au PAR qui a été introduit avant ses 65 ans, il aura toujours un dossier à l'AVIC ou au PAR toute sa vie. Ici, pour les plus de 65 ans, Partenamut propose une aide de 350 € pour l'aménagement du domicile. Voilà. Alors ici, c'est la suite liée à la chaise roulante modulable que le centre d'accueil de jour avait demandé. Et donc, si l'état du patient change, est-ce que l'ergothérapeute peut repasser à la maison pour donner un nouvel avis? Bien sûr et je vous recommande, vivement de le faire parce que donc, s'il y a, une dégradation, un changement au niveau médical, on peut introduire aussi des demandes, de renouvellement dites anticipées, qui est alors pour certaines conditions acceptées, pour d'autres conditions qui sont refusées. Donc ça dépend encore une fois d'une personne à l'autre et d'une situation à l'autre. Et donc, permettre donc, lors d'une évolution de refaire, évaluer, constater, bah, les degrés de difficulté et des déficiences pourra, avoir, justement un avantage ici et d'avoir, l'aide technique la plus adaptée. Donc encore une fois, faire attention, c'est qu'une aide technique est valable, donc, tous les 6 ans et il faut vraiment voir sur le moyen et long terme pour choisir la bonne aide technique à la aide à la mobilité. Voilà, on a clôturé la séance de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, des témoignages ou des insatisfactions, n'hésitez pas à reprendre contact avec le service d'aménagement du domicile. Donc, vous aurez les coordonnées par mail encore cet après-midi. Ici, donc, on voulait aussi vous rappeler les prochaines formations. Donc, il y a un groupe de parole dédié aux aidants proches le 5 octobre, une formation liée à la maladie d'Alzheimer le 8, ainsi que des moments de répit le 13 novembre ou en individuel à booker avec la classe à Clara quand cela arrange tout le monde. Et la prochaine visite loisir, c'est le dimanche 5 décembre. Et oui, on est bientôt à la veille de Saint-Nicolas. Donc pour aller visiter le musée et le marché de Noël à Louvain-la-Neuve. Et je rappelle qu'en fait, ces activités sont destinées aux aidants proches qui ont une reconnaissance. Et donc, on vous invite à contacter les services sociaux pour vous faire reconnaître si ce n'est pas le cas. Et donc, vous retrouvez toutes les informations sur notre site internet à l'adresse partenamut.be/agenda-ap. Et sachez qu'en 2022, il y aura de nouvelles activités qui sont en cours de préparation. Il me reste encore une petite demande à vous faire, vous formuler. Donc, j'ai déjà transmis le lien vers notre questionnaire de satisfaction. Si vous pouvez prendre juste 2-3 minutes pour le remplir, ça nous aide toujours à améliorer notre offre. J'ai remis le lien dans le chat. Voilà, merci Kevin, merci Géraldine. Je pense qu'on a terminé Merci beaucoup ici à avec vous. un petit peu de retard, mais c'était très enrichissant. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez faire un petit mot de fin. Non, avec grand plaisir, c'était très chouette. Oui, Ouais, merci beaucoup de votre participation, d'avoir été aussi nombreux et ouais. si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les transmettre et on essaiera de répondre au mieux, à toutes vos interrogations. Et à contacter le service ergothérapie aménagement du domicile, option numéro 4.